Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue ce matin à notre nouveau webinaire organisé par RG2I. Merci de votre présence. Donc, du coup, vous allez profiter, c'est une première chez nous, vous allez profiter d'une seconde session. Donc, on a organisé le même webinaire la semaine dernière, le 7 décembre, et on organise aujourd'hui une deuxième session pour ceux qui avaient raté l'événement la semaine dernière ou qui n'avaient pas pu se rendre présents. Donc, on va dire que c'est une session de rattrapage, et cette fois-ci qu'on va animer en live. Il est 10 heures, on va attendre encore une ou deux petites minutes, quelques retardataires, vu qu'on avait un petit peu plus d'inscrits que le nombre de personnes présentes ce matin. En attendant, pour ceux qui sont nouveaux, parce que j'ai quelques noms, prénoms que je connais pas, donc je me dis qu'il y a des nouveaux. Donc l'idée, c'est de se familiariser avec la plateforme. Donc Livestorm est notre plateforme de webinar. Vous allez retrouver du coup sur la droite un petit onglet de chat. Donc, il y en a déjà quelques-uns qui l'utilisent, notamment pour saluer. Bonjour Nicolas, bonjour Christophe, Alec, Christian. Donc on va pouvoir échanger, vous allez pouvoir échanger même si vous le voulez entre vous. Et après on a un autre onglet, un deuxième onglet questions, où je vous demanderai de réserver les questions tout au long de la session ce matin. Et comme ça, à la fin de la présentation, on pourra faire une session de questions-réponses d'une dizaine de minutes pour parcourir les questions techniques ou autres, et du coup y répondre, histoire que tout le monde profite des réponses. Alors, le temps pour moi de partager mon écran, et puis après on commencera. Voilà, normalement vous devez tous voir ma présentation. Donc merci à tous, bienvenue pour ceux qui viennent juste d'arriver. On va commencer du coup ce matin la session. Donc du coup c'est une nouvelle session, un nouveau webinaire qu'on a décidé de dédier à l'efficacité énergétique, parce que c'est un thème depuis un an et un petit peu plus qui devient assez criant, fort, important, sur lequel il est nécessaire d'agir pour une santé économique d'entreprise, mais également pour la planète, on va dire. Et donc l'idée de ce matin, c'est de voir comment l'IoT va vous permettre de répondre à ce challenge d'efficacité énergétique. Du coup, je serai le seul intervenant ce matin, donc Olivier Benas. Donc, je travaille depuis 12 ans chez RG2I et donc je suis en charge de l'offre commerciale et marketing, notamment sur la partie IoT, donc tout ce qui est objets connectés, notamment LoRaWAN. Donc, vous avez mes coordonnées s'il y a besoin. On pourra se recontacter à l'issue de la présentation. D'ailleurs, c'est une présentation qu'on vous enverra également à l'issue du webinar, et vous recevrez également le replay, donc la vidéo replay de la présentation de ce matin, qui vous permettra de la reparcourir ou de la repartager à certains de vos confrères qui seraient intéressés par la présentation. Donc un rapide sommaire avant de passer à l'essentiel. Donc présentation d'RG2I. Le cadre légal, parce que quand on parle d'efficacité énergétique, on sait qu'il y a une pression économique, énergétique qui nous pousse à y aller, mais il y a également un cadre légal qui nous force et qui nous oblige à y aller. Donc on va parcourir un petit peu ce cadre légal très rapidement. On verra également quels objets connectés, quels IoT sont aujourd'hui disponibles et proposés par RG2I pour assurer un suivi et un pilotage en faveur de l'efficacité énergétique et de la maîtrise de ses consommations. On présentera de manière exhaustive les solutions pour centraliser et convertir les données. Donc l'idée, c'est que les IoT seuls, pour le suivi et le pilotage, se suffisent pas à eux-mêmes. Il faut pouvoir les convertir, les centraliser via des passerelles. Le cinquième point, ça sera les solutions d'exploitation de données. Quelles solutions s'offrent à vous? Donc là, c'est pareil, on présentera des solutions RG2I, mais également d'autres solutions pour faire une présentation assez exhaustive sur qu'est-ce qui s'offre à vous aujourd'hui pour offrir une solution globale, complète, pour aller vers de l'exploitation de données. Et dernier point, question-réponse. Donc on va passer à la présentation. Du coup, RG2I, je vais mettre un petit timer pour pas prendre trop de retard. Hop, excusez-moi. Donc RG2I, on est une société de distribution. Donc on fait ce qu'on appelle de la distribution customisée ou de la distribution accompagnée. Donc depuis 25 ans maintenant, 1999, on est basé à Saint-Étienne. On couvre le territoire national et donc on est là en fait pour vous proposer des solutions techniques, des solutions sur étagère, des solutions hardware qui vont vous permettre
qui vont vous permettre, de faire de la communication industrielle, pardon. Donc on distribue du produit hardware, des solutions hardware pour répondre à des problématiques de communication industrielle qui consistent à faire de l'acquisition de données, de la transmission et de l'analyse de données. Donc notre rôle en tant que distributeur et un peu, je dirais accompagnateur, facilitateur, c'est déjà de vous rechercher des solutions. Donc on a un catalogue assez mouvant, assez souple et assez mobile dans le sens où il intègre année après année de nouveaux partenaires, de nouveaux fabricants et de nouvelles solutions, des nouveaux produits, des nouvelles références qui viennent répondre à des problématiques que vous avez exprimées tout au long de l'année. Euh, donc voilà, des moutons à 5 pattes ou pas forcément. Donc on a un rôle également de vous accompagner et de faire un peu ce benchmark des solutions pour vous, donc un benchmark technique et économique pour vous en recherchant des nouvelles solutions. On a également pas avare en avant-vente d'accompagnement qui va consister un petit peu à vous prendre par la main, à s'imprégner de vos projets, à passer beaucoup de temps avec vous au téléphone, par mail, en Teams, en réunion, en salon ou autre, pour aller vers de l'intégration de projets, s'imprégner du projet, des contraintes techniques, économiques ou autres de vos projets, et derrière de vous apporter du conseil, de l'expertise et de vous accompagner dans le choix de produits techniques. Et derrière, l'idée, c'est qu'après la vente, on va également être valeur ajoutée sur tout ce qui est assistance, support technique, accompagnement à l'utilisation, formation pour certains produits qui le nécessitent. Donc on propose de manière globale, on propose des solutions, c'est ce qui est écrit en haut, finalement c'est ça qui était le plus important sur la slide, des solutions qui sont standards, qui sont ouvertes et qui sont évolutives. Donc standard dans le sens où on n'a pas de protocole et de solutions propriétaires, avec des solutions très verticalisées qui vous enferment et qui vous empêchent de vous ouvrir vers l'extérieur et de venir y intégrer des solutions tierces. Non, au contraire, on a des solutions qui sont très ouvertes, qu'on va pouvoir multiplier dans le catalogue RG2I et les faire cohabiter. Et justement, elles sont évolutives, c'est-à-dire que aujourd'hui, 12 décembre 2023, vous allez faire l'acquisition d'un produit et l'année prochaine, en 2024-2025, on va pouvoir y intégrer en satellite, en accessoire ou autre, une autre solution pour faire une solution un petit peu plus globale, un petit peu plus profonde, quoi. Les secteurs d'activité chez RG2I sont les principaux que vous voyez en vert devant vous là ce matin, mais il y en a également d'autres, parce que finalement on n'est pas fermé à un secteur en particulier. On travaille avec tout le monde, puisque nos produits également s'adaptent et sont pertinents dans tous les secteurs d'activité. La présentation, un peu la même chose, mais de manière un petit peu plus illustrée, notamment pour mettre en avant les partenaires avec lesquels on travaille, parce que c'est ça aussi qui est important et ce qui fait la richesse d'RG2I de son catalogue. C'est la profondeur du catalogue, c'est la largeur du catalogue, et notamment c'est le choix de partenaires industriels de confiance et je dirais de longue date, qui permettent sur chaque segment de notre offre, de notre catalogue, donc capteur, gateway, analyse, d'offrir des solutions qui ont pignon sur rue, qui offrent, je dirais, qui sont spécialisées dans certains domaines d'activité, pour certains partenaires d'entre eux, comme EcoAdapt dans le comptage électrique par exemple, ou Enwave dans le parking intelligent et connecté. Et donc l'idée, c'est qu'on a un catalogue assez gros, assez large sur la partie acquisition, capteur, IoT, le capteur LoRaWAN, parce que généralement, c'est eux qui nous permettent d'offrir plus de cas d'usage et de vous offrir plus de cas d'usage. Et donc c'est pour ça qu'année après année, souvent, on a des nouveaux partenaires qui intègrent le catalogue RG2I. Donc ça, c'était pour la partie capteur, acquisition de données. La partie du milieu, la brique suivante, c'est la partie transmission de données, donc la partie gateway. Donc l'idée, c'est qu'au niveau des gateways, on en a un petit peu moins forcément que les capteurs, parce que ça sert à rien d'en avoir autant. Et on a là différents partenaires pour différents usages, différents besoins, différents métiers et fonctionnalités. On en a certains qui vont nous intéresser aujourd'hui ce matin pour la partie IoT, donc c'est notamment Option, WhatSense et MalSites. Et les autres, je dirais, sont pertinents et sont plutôt positionnés sur d'autres secteurs et d'autres fonctionnalités, plutôt industrielles, plutôt VPN, plutôt conversion de protocole et autres. Et après, on a quelques partenaires, on a plusieurs partenaires, donc on a des partenaires comme IOSync, Exacom et également d'autres qui sont là également pour offrir des solutions et qui généralement s'offrent plutôt à vous, sont plutôt vos solutions, généralement quand vous venez nous voir chez RG2I, sont plutôt vos solutions pour qu'on intègre et qu'on vienne complémenter votre offre, qu'on vienne complémenter votre chaîne de valeur autour de la donnée, c'est-à-dire la compléter avec des capteurs RG2I et avec de la gateway RG2I. Donc là, à ce niveau-là, il y a IOSync et Exacom, et il y a également d'autres partenaires comme Synox, Green System, WeFor, Experience et autres, avec lesquels on travaille et qui sont là pour boucler la boucle, offrir vraiment une chaîne de valeur complète.
Et notamment, bah, voilà, c'est ce que je disais, une offre complète et l'interopérabilité qui est importante, ce que je disais, on peut faire son marché. C'est le côté ouvert, évolutif et standard, c'est-à-dire qu'on peut prendre un fabricant à gauche, au milieu et à droite, un éditeur à droite, on peut mélanger tout ça et RG2I va s'assurer de la faisabilité, de la complémentarité et également de pouvoir vous supporter sur l'ensemble des briques, les 3 briques et l'ensemble de la chaîne de valeur, quoi. Donc voilà pour la présentation RG2I. Maintenant, à qui s'adresse, je dirais un peu cette présentation et notamment ça concernait le cadre légal que je voulais vous présenter ce matin. Je pense que vous êtes très au fait de ce cadre légal parce que quand on parle de légal, on parle de la loi, donc généralement on est assez au fait de la loi parce que comme on le dit, comme dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est plus un refresh, un reminder sur ce qui vous oblige un petit peu à vous aujourd'hui, si vous êtes patron d'entreprise, d'une industrie, d'un bâtiment, foncière immobilière ou autre. Voilà, quelles sont vos obligations légales et quelle est la réglementation. Donc on en a 2 aujourd'hui qui sont très importantes, qui adressent principalement le tertiaire et l'industrie. Donc le premier, c'est le décret tertiaire. Il y a également un autre décret qui s'appelle le décret BAX, qui généralement les deux vont assez bien ensemble aujourd'hui dans le monde du tertiaire. Donc l'idée c'est quoi? C'est une obligation des réductions de consommation d'énergie dans les bâtiments tertiaires qui sont supérieurs ou égales à 1000 m². Donc dès qu'il y a de la surface tertiaire, dès qu'il y a des bureaux, ça peut être des commerces, ça peut être des espaces tertiaires annexes à des industries, si elles font plus de 1000 m², ça peut être des bâtiments tertiaires, des bâtiments professionnels ou autres. Donc voilà, dès que vous êtes dans ce scope-là, grosso modo, vous avez des obligations légales à échéance 2030, 2040 et 2050, et avec des degrés d'obligation, des degrés de réduction énergétique, sur lesquels vous allez devoir vous engager. Vous allez devoir également répondre à montrer un petit peu patte blanche. Donc à chaque échéance 2030, 2040, 2050, il y aura des contrôles et à chaque fois il y aura soit des félicitations, soit des pénalités pour ceux qui respecteront pas les obligations de réduction qui s'imposent à eux. Donc d'où l'importance et d'où l'intérêt de déployer des solutions et d'identifier les solutions comme ce matin grâce à l'IoT pour aller chercher justement ces réductions de consommation. Parce que il y a des objectifs qui sont très loin, qui sont lointains et qui nous laissent le temps d'aller chercher des pourcentages, notamment du moins 50% de consommation d'énergie. Donc c'est des objectifs et c'est des pourcentages qui sont très importants, mais ils sont très loin. Donc on va plutôt aller chercher ces économies-là sur des travaux, donc notamment des investissements qui sont très lourds, très longs à amortir, avec des ROI qui sont plutôt très lents. Donc l'idée c'est qu'on va plutôt dédier ces travaux-là et ces investissements-là très lourds, on va dire pour le futur très lointain. Par contre, sur le très proche, l'idée c'est de se dire qu'est-ce qui s'offre à nous, qu'est-ce qu'on peut faire très vite, vu que 2030 ça arrive très vite, qu'est-ce qu'on peut faire très vite sans y passer trop de temps, trop d'argent et avec un ROI qui est assez rapide. Et donc c'est un peu l'objectif de ce matin avec l'IoT, c'est que l'IoT grosso modo permet de répondre à ce challenge. Et dans l'industrie, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que dans l'industrie, on a une pression encore plus forte de la hausse des coûts de l'énergie, notamment du contexte énergétique et géopolitique qui fait cette pression sur l'industrie, parce que généralement c'est vous industriels, les grosses entreprises qui êtes un peu des gros consommateurs d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau. Donc l'idée c'est que vous avez cette pression déjà pour rester compétitif à l'échelle de la planète, rester compétitif par rapport à vos concurrents. Il faut avoir une maîtrise de ces coûts énergétiques, il faut les réduire également pour être pertinent. Ça fait partie on va dire d'une santé de manière générale, une santé financière et de la pérennité de l'entreprise. Et puis en plus, vous avez cette fameuse ISO 50001 qui vous oblige à faire des audits énergétiques et également aller chercher généralement quand on paye pour des audits énergétiques tous les 4 ans, notamment ce qui est le cas avec l'ISO 50001. Une fois qu'on a identifié les postes énergivores, on va engager derrière des travaux pour pouvoir aller agir et réduire ses consommations et ses dépenses énergétiques. Donc voilà le cadre réglementaire et les objectifs de manière générale à déployer les solutions que je vais vous présenter là sur la slide d'après et toutes les prochaines slides, pardon. Donc les objectifs forcément c'est de faire des économies, mais c'est d'aller plus loin que ce qui semble évident ce matin de faire des économies d'énergie. C'est d'une part l'IoT va vous servir en fait à identifier des postes énergivores. Donc l'idée c'est qu'on reçoit tous les mois comme à la maison, je dirais une facture de notre fournisseur d'énergie. Donc on sait tous les mois ce qu'on dépense. Par contre, on ne sait pas trop où est-ce qu'on l'a dépensé. On ne sait pas qui a consommé quoi, quand et où. Donc l'idée de l'IoT et du LoRaWAN, ça va être d'être en mesure, jour par jour, heure par heure, on va dire 10 minutes par 10 minutes, de pouvoir identifier où est-ce qu'il y a des dérives énergétiques, où est-ce qu'il y a des postes qui sont très énergivores, et de pouvoir individualiser ces postes-là pour pouvoir agir dessus demain ou après-demain.
Derrière, une fois que l'IoT nous aura permis de faire cette identification et cette individualisation des postes énergivores, derrière, c'est ce qui va nous permettre de mettre en place un plan d'action. Donc le plan d'action va forcément traiter le plus simple, le plus gros, le plus visible et le plus énergivore. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir diriger ce qui est le plus urgent à agir et à réduire. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir mettre en place un plan d'action qui, au fil de l'année, voire de plusieurs années, va permettre d'avoir une visibilité et puis sur ce sur quoi il faut agir. Derrière, ça va être également d'être en temps réel, en parallèle, je dirais, du plan d'action. Ça va être de détecter des dérives en temps réel. Donc, lorsqu'il se passe des choses, on sait qu'on a des plans d'action, on sait qu'on a des échéances, mais lorsqu'il y a des dérives en temps réel, on va pouvoir les détecter et agir dessus pour éviter justement d'avoir des fuites d'eau et de constater à la fin du mois on a consommé et gaspillé, on va dire, 100 ou 1000 mètres cubes d'eau parce qu'on n'avait pas détecté la fuite à temps. Donc l'intérêt, c'est le temps réel grâce à l'IoT. L'autre intérêt, c'est de sensibiliser les gens et les interlocuteurs, les opérateurs, les techniciens et tout le monde qui vit, je dirais, ces consommations et ce gaspillage, de les sensibiliser à la gestion d'énergie. Derrière, c'est eux également qui vont pouvoir agir au quotidien sur l'optimisation dans l'industrie et l'entreprise. Forcément, économie d'énergie. Sobriété énergétique également, parce on a aujourd'hui des plans de sobriété énergétique qui sortent de différents plans gouvernementaux. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir répondre à cette partie sobriété énergétique. Ça permet également à répondre à vos exigences HSE, RSE et autres. Au niveau entreprise et visibilité et image d'entreprise. L'intérêt avec l'hiver qui arrive, c'est également de soulager un réseau électrique français qui est sous tension grâce à une hausse des usages de l'électrification et de la maintenance du réseau électrique, notamment nucléaire. Et le dernier objectif, c'est de soulager la planète également. Parce qu'on sent, avec la COP28 qui vient se terminer, on sait qu'il y a des exigences et des urgences à aider notre pauvre planète. Donc voilà, vous avez la source un petit peu de tout ça. Donc l'idée maintenant, c'est de voir en quoi l'IoT et la technologie, notamment le protocole LoRaWAN, va vous aider à répondre à ces exigences, ces objectifs, ces investissements, ces plans d'action, et grosso modo faire des économies d'énergie. En tout cas, les premières, les plus simples à réaliser. Petite parenthèse pour le LoRaWAN, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y avait quand même des intervenants et des participants ce matin que j'ai vu dans la liste que je connaissais pas. Donc je connais pas votre degré de maturité vis-à-vis du protocole LoRaWAN. Donc un simple rappel un petit peu de ce qu'est le LoRaWAN, en quoi il est aujourd'hui le protocole phare, le protocole standard pour justement aller chercher, déployer des solutions IoT, des solutions connectées, digitales, pour aller chercher de l'efficacité énergétique. Donc le LoRaWAN, très rapidement, c'est un protocole à radio sans fil qui est normé à l'échelle de continents, donc qui permet d'utiliser le même produit à l'échelle d'un seul et même continent. Donc en Europe, on a toutes les instances de radiofréquences et de normes et d'agences nationales qui se sont mises ensemble et qui ont libéré la fréquence 868 MHz pour faire en sorte que un objet IoT LoRaWAN 868, il peut être utilisé n'importe où en Europe. Il y a la même chose aux États-Unis, c'est le 915 MHz, en Asie 923, en Australie également, et ainsi de suite. Donc c'est des solutions qu'on peut déployer n'importe où à l'échelle d'un continent, et on a à chaque fois des variantes, des déclinaisons si on veut changer de continent. Donc c'est intéressant parce que finalement c'est un standard international avec des normes régionales, continentales plutôt. On est sur un protocole qui est intéressant parce qu'on va principalement adresser à un marché du rétrofit, donc un marché du bâtiment existant, un marché de l'industrie qu'il va falloir faire évoluer pour aller chercher plus de monitoring, d'identification et d'individualisation des postes énergivores. Donc l'intérêt, c'est que on va avoir des produits sur batterie. L'intérêt d'être sur batterie, c'est qu'on va limiter les tirages de câbles, les alimentations, on va limiter les tranchées, on va limiter tous ces travaux qui deviennent de plus en plus coûteux, importants en ressources humaines et également en coûts et en matières premières, en câbles, en cuivre et autres. Donc c'est assez important, c'est assez intéressant parce que c'est un time to market assez évident, assez efficace, parce qu'on prend le capteur, on l'allume, il est sur batterie et il fonctionne pendant X années, quoi. L'intérêt du protocole, c'est qu'on est sur un protocole à radio longue portée. Donc contrairement à d'autres protocoles qui sont très connus comme l'Enocean, le Zigbee, le Z-Wave, le Bluetooth, le Wi-Fi, je sais plus si je l'ai dit, qui sont
Également des protocoles sans fil, radio, au même titre que le LoRaWAN, que le GSM, la 4G, la 5G et ainsi de suite. A contrario, tous ces protocoles que je viens de citer, notamment en dehors du GSM, 4G et 5G, on est plutôt sur des protocoles domotiques. L'IoT et le LoRaWAN va plutôt être sur un protocole longue portée, donc plutôt adapté à des bâtiments tertiaires, du résidentiel avec plusieurs étages pour gérer la chaufferie en sous-sol et interconnecter les étages de la chaufferie. Euh, les ERP, donc les établissements recevant du public, donc des gros EHPAD, des hôpitaux également. On fait du LoRaWAN sur des hôpitaux et des gros EHPAD. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du bâtiment tertiaire, des commerces, des écoles, beaucoup d'écoles, je les ai oubliées, mais des internats scolaires. Donc tout ce qui est établissement scolaire, qui est très généralement très important, qui est très massif en termes de bâti, pardon, et de distance de bâti, le protocole LoRaWAN va être hyper évident et hyper efficace. Puis également les industries avec beaucoup de perturbations, beaucoup de contraintes liées au process industriel généralement. Et l'intérêt du LoRaWAN, c'est qu'il va pouvoir bien onduler, bien traverser, donc avec en indoor des portées de plusieurs centaines de mètres et en outdoor de plusieurs kilomètres. On est sur un réseau mix, on le verra sur la slide d'après. On est sur un protocole qui autorise et qui offre, je dirais, de la bidirectionnalité, c'est-à-dire qu'on peut autant lire des données que écrire des consignes et faire du pilotage. Et généralement, on fait pas trop de temps réel parce qu'on n'est pas lié à un process industriel ou un process de régule. Par contre, on est là pour l'alimenter. On a simplement des cas d'usage temps réel lorsqu'on a besoin d'alerter en temps réel justement des dérives, des alarmes, ou qu'on a besoin de faire du pilotage de capteurs, injecter des consignes et qu'on ne veut pas attendre 1 heure que la consigne soit prise en compte. On a besoin de temps réel pour activer ou fermer ou ouvrir une pompe. Donc voilà, et donc le côté architecture, donc l'idée c'est comment on adresse et comment on illustre ce protocole LoRaWAN lorsqu'on parle de réseau public et privé. Donc pour aller vite, on a des capteurs d'un côté, donc ça c'est notre catalogue de capteurs. On a également des opérateurs, donc aujourd'hui on a Orange qui a un peu pignon sur rue, qui est devenu depuis quelques temps un peu le seul opérateur LoRaWAN en France. Mais il y en a un nouveau, il y a une nouvelle annonce, il y en a un nouveau qui va arriver, un Suédois qui s'appelle Netmar, qui reprend les actifs d'ObjNews. Donc ObjNews avait, entre guillemets, mis la clé sous la porte pour le protocole LoRaWAN, et le nouvel opérateur Netmar a décidé de racheter les actifs, les antennes LoRaWAN d'ObjNews, pour faire perdurer, je dirais, le réseau d'ObjNews et de basculer chez le Suédois Netmar. L'intérêt, c'est qu'on peut derrière, via des hyperviseurs, aller abonner les capteurs, chercher les données chez l'opérateur et les afficher sur un hyperviseur. Et on peut également, ça c'est plutôt le pendant du réseau public, ce qu'on appelle le réseau privé avec des gateways. On peut s'affranchir de l'opérateur, déployer une petite antenne ici, gateway à l'échelle de l'usine ou du bâtiment, et devenir en gros son propre opérateur, généralement pour s'affranchir de l'opérateur, ses coûts d'abonnement à l'année, et sa couverture, et également pour pouvoir alimenter généralement des process ou de la régulation de chauffage et de la régulation énergétique en local et également de la supervision. Donc voilà le profil et voilà un peu succinctement la présentation, je dirais, du protocole LoRaWAN. Maintenant, les cas d'usage, les capteurs. Donc là, l'idée, c'est de voir en quoi les capteurs IoT LoRaWAN vont vous aider et vont servir vos objectifs d'efficacité énergétique. Donc c'est là que ça devient intéressant. Alors c'est pas que ça l'était pas avant, mais là ça devient vraiment intéressant parce qu'on va couvrir les cas d'usage qui vont servir l'efficacité énergétique. Donc on a le cas d'usage le plus simple, le plus évident, le plus déployé, parce que aussi le cas d'usage historique dans l'IoT et dans le protocole LoRaWAN, c'est de télérelever des compteurs existants. Donc l'idée c'est qu'il existe déjà des compteurs, qu'ils soient primaires, généraux ou secondaires, peu importe. Historiquement, on a des opérateurs, je dirais, qui passaient et qui encore sur certains sites passent à la main avec un stylo, une feuille ou un document Excel où on remplit à la main les index de consommation et les index de tous les compteurs d'eau, de gaz et d'élec, de vapeur également dans l'industrie ou autre. Et l'idée, c'est d'arrêter un petit peu ça parce que généralement, c'est une personne dont c'est pas forcément le métier principal de faire de la tournée des Grands-Ducs à l'échelle du site et du bâtiment. Donc, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour lui. Il le fait quand il a le temps de le faire, quand il a envie de le faire. Donc du coup c'est pas très linéaire, c'est pas automatisé, des fois c'est pas fiable parce que c'est mis sur un bout de papier et puis c'est rentré dans le RP des fois le jour d'après, une semaine ou un mois après, avec la difficulté de se relire de temps en temps. Donc bref, c'est pas très automatisé, c'est pas très temps réel quoi. C'est pas très connecté, digital, tout ça. Donc l'idée, c'est de déployer, on va dire, un opérateur par compteur, chose qui n'est pas possible humainement parlant et économiquement parlant. Donc l'idée, c'est de déployer un objet connecté, un IoT, un capteur LoRaWAN, qui lui va faire le job de l'opérateur, de télé-relever de manière automatisée
les index de consommation et de les envoyer sur la supervision, sur l'automate de régulation, sur l'hyperviseur, la GTB ou ce que vous voulez, quoi. Donc l'intérêt à ce niveau-là, c'est qu'il existe une multitude d'interfaces et de solutions et de capteurs et d'objets d'hardware avec différentes interfaces comme de l'impulsion, contact sec, de l'impulsion avec une certification zone 0 pour les compteurs de gaz, de l'impulsion lumineuse lorsqu'on veut télérelever les LED sur les compteurs d'énergie, notamment les Linky, où on a une LED en face avant, on va compter le nombre de LED et ça va nous déduire un nombre de wattheures ou de kilowattheures en fonction de la mise à l'échelle. L'interface TIC, qui est le protocole propriétaire d'Enedis, qui veut dire téléinformation client, qui permet de télérelever les compteurs Enedis. Donc pareil, Linky, Emerald, Saphir, PME, PMI, VR jaune et ainsi de suite. Les compteurs MBus, donc les compteurs d'énergie souvent en protocole MBus, les compteurs électriques, Socomec, Schneider, Polier en mode bus RTU ou mode bus RS485. Donc on a toutes ces interfaces aujourd'hui qui permettent de télérelever tout le parc et tout l'existant. Et tout le passif. Donc ça c'est assez intéressant. On a un fonctionnement, comme je le disais, qui est principalement sur batterie, voire qui peut être sur alim externe, notamment pour télérelever les compteurs Enedis, parce qu'on est auto-alimenté par le compteur au niveau de l'IoT. Donc ça c'est intéressant parce que voilà, il n'y a pas de travaux et de tirage de câbles et d'alim à prévoir. On est sur des mesures automatisées, périodiques et également qu'on peut gérer de manière événementielle pour lorsqu'il y a des dérives, des fuites ou des consommations ou des surconsommations, pouvoir alerter en temps réel les opérateurs, les techniciens, les gestionnaires de sites. Donc l'intérêt, contrairement à ce qui se faisait avant, qui était bien, mais qui était pas très automatisé, c'est que justement, on va avoir cette fois-ci des mesures fiables, automatisées, individualisées, avec de la détection de fuite. Le cas d'usage suivant, je l'ai oublié lui dans mon animation, le cas d'usage suivant, c'est le sous-comptage électrique. Donc l'idée, c'est de se dire, on a des compteurs principaux ici qu'on vient télé-relever. Par contre, comme je le disais, lorsqu'on voit à la fin du mois qu'on a consommé X milliers d'euros, c'est pas très pertinent, c'est pas très intéressant parce qu'on sait pas forcément où est-ce qu'il faut agir et le plan d'action, où est-ce qu'il faut le diriger. Donc l'intérêt de ces solutions de sous-comptage électrique, c'est qu'on va pouvoir, à l'échelle d'un tableau divisionnaire ou même à l'échelle d'un TGBT, donc d'un tableau général basse tension, on va pouvoir faire du sous-comptage pour individualiser section, câble, phase par phase, pouvoir individualiser les consommations d'énergie, les consommations électriques. Donc là, c'est pareil à ce niveau-là aujourd'hui dans le monde de l'IoT et du LoRaWAN. On a pléthore et on a notamment chez RG2I, parce que je pense qu'on est un des seuls à avoir une offre aussi large et aussi exhaustive et mature. On a pléthore de solutions connectées et notamment là cette fois-ci de compteurs électriques, que ce soit en monophasé, en triphasé, en multi-départ, donc pour la possibilité de mettre plusieurs triphasés sur la même centrale, plusieurs monophasés ou un mix des monos ou des tri sur le même compteur. On a des solutions avec écran ou sans écran. On a des versions avec MID, certification MID pour pouvoir refacturer les locataires ou pas MID. Donc bref, on a pléthore de solutions chez RG2I en connecté en LoRaWAN pour dédier et déployer maintenant de la solution IoT et de la solution d'efficacité énergétique et de sous-comptage de consommation électrique. Fonctionnement très peu, uniquement quand on fait de la mesure de courant. Hop, je l'affiche, c'est le seul qu'on a lorsqu'on veut faire exclusivement de la mesure de courant avec des transformateurs, des TC. L'équipement ici à Denis fonctionne sur batterie. Sinon, généralement, on est sur alimentation externe parce qu'on est à la source de l'alimentation. On est dans un tableau, là où il y a pléthore de sources d'alimentation. Donc, généralement, on fait fi de la maintenance des batteries et des équipements. On se met directement en alimentation externe. C'est plus pertinent. Et là, en termes de mesures, on va avoir des solutions qui vont nous permettre de mesurer du courant, de la tension, de l'index d'énergie active, de l'index d'énergie réactive, de la puissance active, de la puissance réactive, du facteur de puissance, du COSFI. Donc différentes grandeurs électriques ou simplement de la consommation. On a certains équipements qui nous remontent uniquement de la consommation électrique, donc avec tous les index d'énergie active, donc les kilowattheures. À des fréquences avec des mesures qui sont périodiques, donc toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures, toutes les heures, ou événementielles également en fonction de différents seuils. Et donc là, l'idée, c'est qu'on a une consommation électrique et on a une vue de les consommations par tableau divisionnaire, par TGBT, par départ électrique, par poste, donc par fonctionnalité, par usage. Et derrière, ça va permettre également, sur certains comptages via différentes grandeurs électriques, de faire de la maintenance prédictive de vos tableaux et de vos installations. Donc ça, c'est plutôt bénéfique et c'est un best-seller depuis 2022, depuis la crise et de la guerre en Ukraine et du contexte énergétique et de la hausse des coûts de l'énergie. C'est devenu le best-seller chez RG2I en termes de solutions IoT.
Les autres usages également que vont vous offrir, pour lesquels l'IoT et le LoRaWAN va être pertinent et que vous allez pouvoir déployer maintenant de manière connectée, digitale et très rapide, très simple, c'est d'autres solutions de sous-comptage, pareil, toujours pour faire du suivi et de la mesure de consommation et de l'individualisation de postes et de consommation énergétique. Donc là, cette fois-ci, on va avoir des compteurs d'eau, donc compteurs d'eau chaude, compteurs d'eau froide et également des compteurs d'énergie thermique, calorifique, frigorifique. Ce que vous voulez qui consomme de l'énergie et qui a besoin d'être automatisé, relevé, télé-relevé, pour pouvoir faire du suivi, pour pouvoir faire du sous-comptage, pour pouvoir faire pareil de la détection d'alerte, de seuil et de gaspillage et de fuite, par exemple, sur les compteurs d'eau. Et là, de pouvoir encore une fois avoir un bon fonctionnement de ces installations. Donc pareil, on fonctionne soit sur batterie, soit sur alimentation externe, et les mesures, pareil, sont faites de manière périodique et ou événementielle, et le bénéfice va être de pouvoir faire de l'identification d'index et du suivi d'index ligne par ligne, de s'assurer sur les compteurs d'énergie, de s'assurer également un bon fonctionnement de son installation, avec des mesures également de débit, donc de volume, de température départ, de température retour sur des circuits d'eau chaude sanitaire, par exemple, ou des circuits hydrauliques. Ou des circuits de chauffage de radiateurs. Donc voilà, pas mal d'intérêts et de bénéfices à déployer des solutions IoT LoRaWAN. Les autres usages, parce que je prends du retard, les autres usages intéressants qui s'offrent à vous, c'est tout ce qui est lié à du comptage de présence. Donc là, l'idée, c'est d'optimiser ces espaces. On a aujourd'hui des espaces qui sont utilisés de manière différente depuis le Covid, parce qu'on a beaucoup de télétravail, on a beaucoup de solutions qui sont devenues trop grandes et surdimensionnées par rapport aux usages, et notamment par rapport à l'essor du télétravail. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir comprendre comment les usagers, les employés, les utilisateurs, les opérateurs, les clients, on va dire dans le retail, utilisent les espaces pour pouvoir également optimiser les consommations. Donc optimiser les usages d'éclairage, de chauffage. Donc l'intérêt de l'IoT, c'est qu'il va vous permettre, via ces différents objets-là, il va vous permettre de compter les personnes par bâtiment, donc tout un bâtiment, une tour à la Défense, compter combien il y a de personnes qui rentrent, on va dire, à l'accueil, qui passent les portiques et les ascenseurs pour savoir qu'il y a 1000 personnes aujourd'hui ce matin. On peut compter également pièce par pièce, donc à la sortie des ascenseurs ou à l'arrivée sur un plateau, donc on peut compter plus à l'échelle d'un seul bâtiment, mais à l'échelle d'un plateau, d'un étage ou d'une pièce ou d'un open space, on peut compter le nombre de personnes. On peut compter également la présence d'une personne de manière individuelle sur un poste de travail. Un poste de travail technique, industriel ou même un bureau, je dirais un bureau d'employés. Donc on peut individualiser, identifier, compter tout ça de manière suivie, de manière temps réel. L'intérêt derrière pour détecter des fréquentations, des pics d'utilisation et adapter les usages. Faire en sorte que la gestion technique centralisée, donc la GTC ou la gestion du bâtiment, donc la GTB, puisse avoir un pilotage beaucoup plus fin en fonction des usages temps réel. Donc, s'il y a personne, j'éteins si c'est allumé. S'il y a du chauffage et qu'il y a personne, je réduis le chauffage. Pareil pour la climatisation et la ventilation. Donc voilà, donc on amène l'information au plus près de la gestion technique du bâtiment pour pouvoir faire du pilotage et du contrôle un peu plus fin, un peu plus smart et un peu plus temps réel, quoi. Tout ça dans l'optique de réduire également les consommations. On fait la même chose pour... là, c'était lorsque la GTB est connectée en filaire aux organes et aux équipements, par exemple d'éclairage ou de chauffage. Ce qui est important sur cette slide-là, donc pareil, c'est des nouveaux cas d'usage que l'IoT et le LoRaWAN vous permettent de faire et vous permettent de couvrir, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas très longtemps encore, il y a plus d'un an, ça n'existait pas. C'est de pouvoir prendre le contrôle directement sur des équipements LoRaWAN. Donc l'idée, c'est que là, si on a notamment dans la rénovation de bâtiments, si on fait du rétrofit, donc du bâtiment existant un peu vieillissant, on va pouvoir contrôler les éclairages via des smart light controllers qui vont permettre par exemple de centraliser 8 circuits d'éclairage et derrière de pouvoir piloter un éclairage ou les 8 en même temps depuis la GTB en sans fil grâce au LoRaWAN. Ici, des interrupteurs connectés d'éclairage, ça existait il n'y a pas très longtemps, ça n'existait pas encore, c'est assez innovant depuis quelques mois. C'est de pouvoir aux opérateurs d'allumer et d'éteindre, mais également de pouvoir via la GTB au travers du protocole sans fil LoRaWAN d'aller activer de la programmation horaire, de changer la programmation horaire en fonction des évolutions des usages des bâtiments et des bureaux, et également de la présence. Donc si j'ai pas de présence, je peux piloter l'interrupteur pour lui dire de s'éteindre.
Pareil avec les prises connectées, les prises murales et ce qu'on appelle les smart plugs. On va pouvoir éteindre un PC ou je ne sais quoi d'autre, qui serait connecté par exemple, alors qu'on est dimanche et que le magasin le dimanche reçoit aucun client, quoi. Donc voilà, on va pouvoir piloter les équipements qui sont restés allumés alors qu'ils ne le devraient pas. Donc on va pouvoir faire également de la mesure de consommation. Il y a tous ces IoT qui font de la mesure de prise connectée et du pilotage de prise et du pilotage d'éclairage. L'intérêt, c'est que ces nouveaux IoT vont pouvoir faire du suivi de consommation, de la mesure de consommation par équipement et également de pouvoir les contrôler individuellement ou en mode masse grâce au protocole LoRaWAN. Donc ça, c'est plutôt pertinent et assez intéressant. Derrière, il me semble que c'est le dernier cas d'usage, c'est la gestion du chauffage. Donc le chauffage qui est hyper important parce que généralement à l'échelle du tertiaire ou du résidentiel, c'est le poste le plus énergivore, c'est celui qui coûte le plus cher. Donc c'est celui sur lequel il était le plus important d'agir. Donc là, il y a eu pas mal d'innovations ces derniers temps qui sont arrivées dans le monde de l'IoT et du LoRaWAN, qui consistent à piloter les radiateurs, piloter des ventiloconvecteurs, piloter des aérothermes. Donc là, l'idée, c'est qu'on a, pareil, plusieurs solutions, plusieurs interfaces LoRaWAN, notamment celle-ci chez notre partenaire Wateco, partenaire historique chez RG2I, qui permet de faire du pilotage de radiateurs électriques via une interface qui s'appelle le fil pilote. Donc le fil pilote permet de contrôler des radiateurs électriques. Donc un capteur alimentation externe 230 va permettre de piloter vos radiateurs électriques de manière individuelle ou de manière globale. Donc ça se fait bien dans du tertiaire, ça se fait bien sur des vieux hôtels avec des vieux grille-pains, généralement sur des hôtels 1 étoile, 2 étoiles. Également des crousses. Voilà, dans les crousses, les petites studettes, les petites chambres d'étudiants 9-12 mètres carrés avec généralement des petits radiateurs électriques, des fois des grille-pains. Voilà, ce protocole, cette interface fil pilote au travers du protocole LoRaWAN va permettre de piloter tout ça en mode masse et de gérer les différentes consignes, les différents modes, hors gel, confort, éco et ainsi de suite. On a l'équivalent en vanne thermostatique, donc c'est-à-dire sur des réseaux de radiateurs hydrauliques. On a la possibilité de changer les têtes thermostatiques non connectées, non digitales, via des solutions IoT LoRaWAN pour faire également du pilotage de radiateurs hydrauliques, pardon. Et on a, parce qu'il faut que j'avance, également des thermostats qui là permettent à des opérateurs sur des internats, un technicien, plutôt de faire le tour de tous les radiateurs pour les mettre à 17 quand ça va être le 22 décembre, les vacances de Noël. L'intérêt, c'est qu'on peut, avec une interface centralisée, on peut changer sa température de consigne, tout passer à 17 et du coup, tous les radiateurs hydrauliques via cette vanne Wiki vont passer à 17. Voilà. Et le dernier qui est arrivé il y a une semaine, c'est celui que je vous montre, c'est celui que je vais vous montrer ce matin, c'est celui que j'ai dans les mains. Donc c'est un thermostat de ce qu'on appelle de fan coil unit. Donc c'est un thermostat de ventiloconvecteur qui va permettre à l'échelle d'une chambre d'hôtel où on a énormément ça, c'est très très déployé. Dans le retail également, donc dans les petits magasins, on va dire dans les centres-villes, de pouvoir gérer des splits, de pouvoir gérer des clims réversibles chaud-froid via un thermostat connecté en LoRaWAN, alimenté en 230 volts, qui va permettre de changer les modes chaud, froid, climatisation, de changer la ventilation ici, via le bouton de ventilation, donc la vitesse de ventilation, et surtout de pouvoir gérer en local, monter, descendre la consigne de chauffage ou de climatisation, et vu que c'est connecté en LoRaWAN, et de pouvoir le piloter de manière individuelle ou en mode masse ou en scénario. Dans ma chambre 202, j'ai le client qui est parti à 8h, le prochain client arrive à 19h, apparemment il nous a dit, donc entre 8h et 19h, on va arrêter de chauffer à 22, on va passer en LoRaWAN, la GTB va passer la chambre 202 à, je sais pas, 18 degrés par exemple. Donc voilà, ça c'est assez innovant, c'est assez nouveau et ça va permettre d'aller chercher des grosses économies d'énergie. Et d'avoir notamment un investissement assez réduit, assez light et un ROI assez efficace, assez puissant et assez rapide, quoi. Donc contrôle local, contrôle à distance également, contrôle masse, contrôle individuel, voilà, gestion des équipements en fonction de différents scénarios, saisons ou autres. Donc voilà, ça c'était les différents cas d'usage, et notamment les nouveaux cas d'usage offerts par les capteurs IoT LoRaWAN. Maintenant la connectivité, donc parce que les capteurs seuls, qu'on vient de vous montrer les cas d'usage, si on les prend tout seul, si on prend le capteur tout seul, qu'on le branche sur le radiateur, ça fera pas grand chose. On ratera un petit peu toutes ces économies d'énergie là et tous ces scénarios qu'on vient de couvrir et de présenter. Donc, ce qui est important, c'est qu'il va falloir connecter ces capteurs-là à des solutions de connectivité, à des solutions de transmission de données. Donc, on avait ce que je montrais, je vais le présenter rapidement parce que je l'ai déjà présenté sur la présentation du protocole LoRaWAN. On a
une première architecture, une première solution de connectivité qui consiste à utiliser le réseau d'un opérateur. Donc c'est ce qu'on appelle le LoRaWAN public, le réseau public. Donc là, l'idée, c'est qu'il est basé sur un réseau télécom national, donc un Orange qui a déployé des milliers d'antennes LoRaWAN sur le territoire français. Donc l'idée, c'est qu'on a un réseau, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quand même un réseau assez robuste, assez bien déployé à l'échelle du territoire national, parce que c'est des opérateurs de téléphonie et de télécommunications comme Orange, Bouygues Télécom, Netmar, le nouveau qui vient d'arriver, qui les ont déployés sur tout le territoire. Donc c'est quelque chose d'assez stable, d'assez pérenne et d'assez robuste. On a une homogénéité également vis-à-vis de l'interfaçage, c'est-à-dire que vos capteurs, vous allez tous les connecter sur une interface centrale, homogène, qui est celle de l'opérateur. Donc on va souscrire un abonnement par capteur, par an, par objet. Et derrière, la manière de le connecter l'objet, peu importe sa marque, peu importe son cas d'usage, peu importe le fabricant, et ben, du coup, vous allez pouvoir l'interfacer de la même manière au réseau d'opérateurs. Et la manière de le récupérer sur la plateforme de monitoring, pareil, va être assez standard et interopérable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une solution qu'on dédie et qu'on trouve assez bien pensée pour l'époque. Donc, pour déployer un proof of concept, donc un démonstrateur, un premier cas d'usage pour montrer au client que ça marche, généralement, c'est un peu la solution idéale, la solution de prédilection, parce que on n'a pas de gateway à installer, à configurer, on n'a pas de conversion de protocole, on n'a pas de décodage de capteur. On prend son objet, on l'opère chez l'opérateur, et derrière, on le récupère directement sur l'opérateur ou sur une plateforme de monitoring en solution hyper efficace, hyper verticale. Le seul inconvénient, c'est un peu le modèle économique, parce qu'on a des abonnements. À chaque fois que vous allez ajouter des capteurs, vous allez ajouter 10 capteurs, vous allez souscrire 10 abonnements. Vous allez ajouter 100 capteurs, 1000 capteurs, vous allez avoir 100 abonnements ou voire 1000 abonnements. Donc c'est quelque chose qui, plus on augmente le nombre de capteurs, euh, moins économiquement ça va être assez intéressant. Et puis il y a des limites qui sont liées à un réseau de téléphonie national. C'est les mêmes qu'avec de la 4G ou de la 5G. Il y a des zones blanches, il y a des endroits où on capte pas. Donc des fois le réseau LoRaWAN public va avoir certaines contraintes, certaines limites. Je vous ai mis ici le petit article de l'embarqué, donc c'est la source qui permet d'en savoir un petit peu plus sur ce fameux suédois, l'opérateur suédois Netmar, qui reprend les actifs LoRaWAN de Bouygues Telecom Opgenius. Donc, si ça vous intéresse dans la présentation, vous pourrez cliquer dessus pour en savoir plus. Une autre architecture, une autre solution de connectivité LoRaWAN qui va vous servir à adresser vos cas d'usage, vos objets connectés et à les interfacer avec vos systèmes de process de régule ou d'hyperviseur. C'est ce qu'on appelle le LoRaWAN privé, mais là à un premier niveau, à un niveau assez simpliste, assez light, assez économique, ce qu'on appelle un peu la passerelle passe-plat. Alors c'est un peu péjoratif, mais ça n'est pas tant que ça. L'idée c'est de quoi? C'est de se dire que dans le catalogue d'RG2I, on a des passerelles qui sont dédiées à des architectures qui sont très simples. Si vous choisissez des plateformes chez nous comme Keron, ou vous avez des solutions déjà comme je disais, comme WeFor, comme Green System, comme Synox, comme Adviseo ou Citron, voilà, des gros faiseurs plateformistes, des PropTech qui vous offrent des solutions d'efficacité énergétique sur la base d'une plateforme IoT. Généralement, ces éditeurs-là, ces acteurs-là vont faire un peu le travail d'interfacer les équipements, les capteurs, les fabricants, de les décoder et d'adresser des cas d'usage sur des dashboards. Donc ça n'a pas forcément de sens de mettre des passerelles très chères qui font déjà ce travail-là. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on a au catalogue d'RG2I des solutions plutôt ce qu'on appelle passe-plat, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'économie dans la passerelle, on va chercher des passerelles pas intelligentes ou dans lesquelles c'est pas forcément nécessaire de déployer de l'intelligence et de la programmation. On va simplement les dédier à des solutions passe-plat où je prends mes capteurs XY et je les pousse sur la plateforme parce que c'est la plateforme qui a l'intelligence de décodage et d'exploitation de données. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est qu'on a une solution qui est économiquement qui est assez intéressante, qui est assez complémentaire avec une valeur ajoutée qui est plutôt déportée sur la plateforme de monitoring et généralement qui fait que le mariage et l'écosystème et l'architecture ABC, les trois briques ensemble, font que c'est assez efficace. On a un réseau qui est basé sur une ou plusieurs gateways, donc on peut déployer là plusieurs gateways et être son propre opérateur. Donc à l'échelle de l'industrie, c'est très pertinent parce que c'est des sites qui sont très grands. Lorsqu'on fait de la ville, des territoires connectés, de la smart city, ça l'est également parce qu'on a des territoires qui sont très très étendus, donc on a besoin de gateways, de base stations comme celle-ci. La solution idéale, c'est la solution idéale pour être autonome, pour être évolutif. On dépend de personne, on est propriétaire de tout l'équipement hardware, donc on fait un petit peu ce qu'on veut et on fait évoluer son architecture et son réseau IoT en ajoutant sur la gateway sur laquelle vous avez déjà investi. On va ajouter beaucoup plus de capteurs sur la même gateway.
Le seul inconvénient, c'est ça peut être une problématique de décodage de capteurs qui peuvent des fois freiner le déploiement parce qu'on a des fois certains éditeurs de plateformes qui sont pas forcément à jour du catalogue IoT LoRaWAN RG2i parce que on a tous les mois, tous les ans des nouveaux capteurs, des nouveaux cas d'usage. Donc c'est assez compliqué pour certains éditeurs et plateformistes de suivre un petit peu le trend et les innovations. Donc il peut y avoir cet inconvénient-là, mais généralement ils vont vite le pallier si vous avez du business et du projet derrière. Voilà, donc l'idée c'est que c'est lorsque vous avez une solution complémentaire, que vous avez déjà une solution intelligente sur la partie plateforme. Donc nous, RG2i, on va pouvoir vous adresser potentiellement sur la partie hardware, capteur et gateway. Et la dernière brique, c'est une solution toujours privée, mais là c'est plutôt une solution tout en un, où on va plutôt, je dirais, proposer une passerelle qui a l'avantage d'être assez intelligente et de faire un peu tout le travail de décodage, d'agnosticité des protocoles, des fabricants, des décodeurs LoRaWAN, des références de produits et de cas d'usage. On se fout du fabricant, on fait vraiment son marché dans le catalogue RG2i, on le déploie sur une passerelle, là également une gateway qui a l'intérêt, c'est de déverrouiller tous ces freins techniques LoRaWAN, de proposer son propre LNS, ses propres décodages, et d'être sur une solution qui va permettre d'alimenter soit de la plateforme, soit du cloud, soit de la GTB en local, soit de l'automate de process industriel ou autre. Donc l'intérêt, c'est qu'on est sur une solution un peu mixte qui va adresser en local toute l'intelligence de décodage et du protocole LoRaWAN et qui va pouvoir pousser la donnée où on veut, à droite ou à gauche, dans le format qu'on veut. Donc ça, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt intéressant pour déployer assez facilement. Et pour les gens qui n'ont pas forcément non plus aussi, c'est important de le dire, pas forcément les compétences et les ressources en interne de gérer toute cette problématique technique de développement, d'interfaçage et de décodage de capteurs LoRaWAN. Donc voilà, c'était 3 solutions de connectivité, trois architectures LoRaWAN différentes, publiques, privées simples et privées un peu tout en un. Et donc les 3 sont possibles, les 3 sont évolutifs, il n'y a pas de solution miracle. Il faut nous solliciter avec vos cas d'usage, vos projets, vos problématiques et vos contraintes pour qu'on puisse, nous, RG2i, vous conseiller, je dirais, quelle est la bonne architecture parmi les 3 qui s'offre à vous et laquelle on pense qui est la plus adaptée pour vous, quoi. Donc maintenant, la dernière brique, c'est la brique exploitation. Donc à ce niveau-là, comment vous allez pouvoir exploiter les données en provenance de vos IoT. Donc les différents cas d'usage qu'on a vus, il y en a plein d'autres, il y en a plusieurs dizaines, on a plusieurs centaines de capteurs LoRaWAN IoT chez RG2i. Donc comment vous allez pouvoir les interfacer, donc on l'a vu avec les slides de connectivité, comment vous allez pouvoir exploiter les données. Donc là c'est pareil, il y a 3 slides à vous montrer avant de terminer la présentation de ce matin et le webinaire. La première architecture, la première solution d'exploitation, c'est souvent celle des intégrateurs et des bâtiments qui sont déjà dotés d'une solution de GTB ou de GTC. Donc gestion technique du bâtiment ou gestion technique centralisée. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a besoin d'alimenter une solution existante. Donc l'idée, c'est pas de réinventer la roue, c'est pas de casser l'existant et de réinvestir des sommes faramineuses alors qu'il y a déjà des choses exploitables en place et sur site. Donc l'idée, c'est de faire du suivi et du pilotage local. Donc l'intérêt de l'IoT du LoRaWAN, c'est qu'on l'a vu, notre architecture privée va permettre d'alimenter une GTB existante parce que c'est devenu trop compliqué, trop cher, trop long de tirer du câble de partout dans le bâtiment, dans un bâtiment existant, pardon, pour interconnecter tout ça à la GTB. Il y a du passif, il y a des protocoles hétérogènes, il y a des protocoles qui sont vieillissants, il y a une multiplicité des interfaçages et des passerelles de communication. Si on veut tout faire en filaire, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est trop difficile à maintenir. Donc l'intérêt du LoRaWAN, c'est qu'on va convertir tout ça dans la GTB. Donc l'intérêt, c'est qu'on est sur une solution 100% locale, où on va alimenter le local, parce que de toute façon, c'est le local qui va gérer les consignes, les programmations horaires, le pilotage, qui va overrouler en fonction de la programmation horaire, le pilotage des éclairages, du chauffage, ce genre de choses, en fonction de différents scénarios. Ce qu'on trouve pertinent et ce qu'on trouve intéressant dans cette architecture et dans ce mode d'exploitation et de pilotage-là, en full local, c'est qu'on n'a pas de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Donc on n'a pas de notion d'abonnement. On n'a pas de notion de connectivité Internet, de stabilité de connectivité et de pérennité également d'Internet. Parce que quand je suis dans un système cloud, si la 4G ou si mon opérateur 4G font les plombs ou à un moment donné il y a une maintenance et je capte plus mon opérateur et j'ai ma GTB dans le cloud qui fonctionne plus, qui peut plus faire du pilotage et envoyer du pilotage dans le bâtiment. Donc quand on est comme ça en solution full GTB locale, l'intérêt c'est qu'on est vraiment agnostique et on est vraiment indépendant vis-à-vis de l'extérieur et on fait vraiment un contrôle local avec de la pérennité.
On est également sur un pilotage qui est plus efficace et plus pertinent, parce qu'on fait un pilotage qui est direct, qui va directement piloter les équipements sur le terrain. L'intérêt de cette solution-là, c'est que c'est une solution historique, on va dire conventionnelle. De manière historique, ça a toujours été la solution classique de déployer des solutions d'exploitation et de suivi de pilotage GTB à l'échelle d'un bâtiment. Et l'intérêt, c'est qu'on a des solutions qui sont portées par des réseaux d'intégrateurs. Donc nous, on travaille avec un réseau d'intégrateurs qui est très très large sur le monde de la GTB, déployé un petit peu partout en France, et qui nous permet, si vous êtes des utilisateurs finaux, si vous êtes des propriétaires de bâtiments, si vous êtes voilà, je sais pas quel autre profil, mais peu importe, vous avez compris l'idée, de pouvoir, si vous le souhaitez, de vous mettre en relation avec un réseau de partenaires RG2I, un réseau d'intégrateurs GTBIST, qui va permettre justement de déployer, de maintenir ou de faire évoluer des solutions existantes à l'échelle de votre bâtiment, quoi. On voit également que c'est un peu en train de changer. Alors avant, c'était adapté à toutes les tailles de sites. Maintenant, c'est plutôt des solutions qui sont adaptées à des gros sites parce que justement, on va le voir sur la slide d'après, pour les très petits sites, maintenant les systèmes de GTB ont un peu évolué et sont un petit peu en train de changer de profil. La deuxième solution, la deuxième slide et la deuxième architecture et solution d'exploitation de données, ça va être de faire du suivi du pilotage en mode distant. Donc là, on est à l'opposé de ce qu'on a vu juste avant. On est plutôt sur du full cloud, de l'hyperviseur, du reporting, de l'EMS en mode cloud. L'intérêt, parce que ça a quand même des avantages et des inconvénients, toutes ces solutions. Donc l'idée, c'est de vous les présenter. Donc l'intérêt, quand même, c'est qu'on va être, ça va être la solution quand même la plus agnostique vis-à-vis des capteurs, vis-à-vis des gateways, vis-à-vis des LNS, donc des LoRa Network Server, de manière générale, vis-à-vis de tout l'écosystème IoT LoRaWAN. Parce qu'on a quand même des éditeurs, des plateformistes qui sont assez agiles, assez souples et assez réactifs dans cet écosystème-là et qui savent se rendre, je dirais, compatibles avec l'écosystème et avec la manière dont il peut évoluer. On est généralement, l'intérêt aussi, c'est on est généralement sur des solutions qui sont entièrement customisables, qui vont réellement s'adapter à la taille du projet, au site, la taille du site, la taille du projet, le dimensionnement. Donc il n'y aura jamais de surdimensionnement pardon, avec ce type de solution. Et on est sur un écosystème qui est très large, très important, parce que aujourd'hui c'est ce qui est devenu assez standard de faire de la gestion multisite dans de l'hyperviseur et du cloud via des plateformistes, via des energy managers, pardon, qui vont vous permettre de vous supporter, de vous accompagner sur ce type d'architecture et de solution. Et donc la troisième et dernière solution, donc la solution d'avant, on a des solutions chez RG2I, mais on a également plein de partenaires, et généralement vous avez également plein de plateformistes avec lesquels vous travaillez déjà. Donc, mais si besoin, on peut vous accompagner et vous orienter vers des partenaires et des solutions. Et sur cette dernière solution, c'est la seule des trois solutions sur laquelle on peut vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de A à Z. C'est-à-dire que du capteur jusqu'à la partie monitoring, pilotage, on va pouvoir vous accompagner sur une solution qui est basée sur le produit et le fabricant qui s'appelle WetSense et sur sa partie passerelle plus plateforme qui s'appelle la console. Donc on soit dans un mode, pour ceux qui connaissent, dans un mode bridge ou un mode tower surtout, donc c'est celui-ci auquel je fais référence. On va pouvoir vous accompagner pour aller chercher sur du petit et du moyen site du pilotage et du suivi. Donc là, ici, on est plutôt sur ce qu'on appelle une nouvelle GTB, une GTB 4.0, une GTB as a service, on peut l'appeler un petit peu comme on veut, parce que c'est pas encore le lexique et la terminologie est pas encore bien ficelée et arrêtée à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on est sur une solution forcément cloud. On est sur une solution clé en main. Par contre, on est sur une solution qui peut aussi faire du local. Donc, on est sur une solution hybride qui peut s'affranchir du cloud lorsqu'elle a besoin de s'affranchir du cloud, qui peut être locale lorsqu'elle a besoin d'être locale. Et finalement, de prendre le meilleur des deux solutions et des deux solutions que j'ai présentées avant pour les concentrer dans une seule et même solution. Donc, c'est intéressant parce que c'est évolutif, c'est agnostique, ça a les avantages du cloud, ça a les avantages du local, sans les inconvénients. On est sur une solution clé en main, parce que c'est-à-dire qu'on fournit du capteur, de la passerelle hardware, du service via de la console et également de la carte SIM multi-opérateur. Donc on se fout même, dans mon exemple de SFR, qui a perdu son réseau, qui fait une maintenance d'antenne, qui capte plus à un instant T, on s'en fout parce qu'on a une carte SIM multi-opérateur qui, si SFR tombe, qui va basculer sur Orange Blue et Gouffré. On est sur une solution qui va être adaptée à chaque site parce qu'on va vraiment adapter le nombre de points, le nombre d'objets et l'abonnement site par site en fonction de sa taille. Donc c'est pareil, on n'aura pas de surdimensionnement. On sera très bien adapté à des petits et moyens sites parce qu'on n'aura pas de solution très lourde, très chère à déployer
et à essayer de faire vivre. On sera vraiment au plus près sans surdimensionnement de la taille du site et du projet. Et en plus, c'est une solution qui va vers du pilotage parce qu'on a des nouveautés à venir en 2024. Donc, c'est un petit teasing de fin d'année à l'approche de Noël. C'est que la solution WhatSense Console va intégrer en 2024 de la programmation horaire et également des scénarios d'automation et d'asservissement qui vont pouvoir permettre de faire du pilotage et de l'asservissement en local. Donc sur cette solution-là, parce que j'en ai fini avec la présentation, sur cette architecture-là et cette solution-là, on a dédié un webinar sur toute cette présentation. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rentrer un peu plus dans le vif du sujet ou nous contacter. Donc vous avez le lien du webinar YouTube qui est disponible sur YouTube. Donc j'en ai terminé avec la présentation. Je vous remercie. J'ai un tout petit peu dépassé d'une dizaine de minutes la présentation. Je suis désolé. Pour ceux qui n'ont pas pu tout voir, de toute façon vous aurez le replay. Et donc pour les autres, je vous dédie le temps qu'il faut pour répondre à vos différentes questions. Donc on va passer maintenant à la session des questions et réponses. Donc pour ceux qui doivent nous quitter déjà, je vous remercie pour votre présence et votre temps. N'hésitez pas à nous à nous contacter, à nous solliciter. D'ailleurs, il y a une dernière chose à vous montrer. Hop, c'est la slide sur le contact. Je vais laisser cette slide là. Comme ça vous laisse le temps de prendre nos coordonnées pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ça me laisse également le temps, petite parenthèse, de vous dire de pas hésiter à vous abonner sur notre page LinkedIn parce que on a de plus en plus de contenu. C'est là où généralement vous allez pouvoir être informé. Comme ce matin, lorsqu'il y a un nouveau produit LoRaWAN qui vient de sortir, lorsqu'il y a un prochain webinaire au mois de janvier ou février qu'on va diffuser chez RG2I, vous allez pouvoir être averti directement sur LinkedIn, parce que généralement on y passe quelques minutes un petit peu tous les jours. Donc n'hésitez pas, pour vous alimenter en nouveautés, nouvel événement RG2I, à nous suivre sur LinkedIn. Donc je vous remercie pour ce, pardon, c'est ça que je voulais dire, petite parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je vous remercie pour ceux qui doivent partir, et donc du coup, on va passer aux questions-réponses. Donc j'en ai, j'ai l'habitude, j'en ai dans les deux, dans les deux chats, dans le chat et dans la famille des questions. Donc je vais prendre d'abord les questions pour ceux qui ont mis ça à l'endroit des questions. Donc Jean-Sébastien, avez-vous une solution pour faire du comptage de personnes en extérieur? Alors le comptage de personnes, alors le comptage en extérieur de manière générale est assez compliqué en IoT LoRaWAN. C'est un cas d'usage qu'on adresse assez peu, assez mal, voire pas du tout avec du protocole LoRaWAN, et généralement qui est plutôt adapté à de la caméra. Et c'est un cas d'usage, et généralement les solutions de caméra qui font du comptage vont généralement faire du comptage de personnes à l'extérieur, vont faire du comptage de ce qu'on appelle mobilité douce, c'est-à-dire du comptage de vélos. Vélo, trottinette, ce genre de choses. Donc on retrouve souvent ça dans les appels d'offres de territoires connectés, de smart city, de la ville intelligente de manière générale. Il faut de plus en plus compter les usages de mobilité douce pour voir si les infrastructures sont adaptées, pour voir dans quel sens et à quel degré d'urgence il faut faire évoluer les infrastructures de mobilité douce. Donc comptage de voitures, de vélos, de trottinettes et de personnes dans les rues, on l'adresse pas du tout et c'est pas du tout adapté à l'IoT et LoRaWAN. Donc nous, on n'a pas de solution pour faire ça en IoT LoRaWAN, et à la rigueur, on a des partenaires, on connaît des gens qui le font, mais plutôt basé sur de la caméra et plutôt basé sur des technologies 4G, 5G. Si ça vous intéresse, vous pourrez nous solliciter par téléphone ou par mail pour qu'on vous mette en relation avec les spécialistes, parce que là pour le coup, RG2I n'est pas du tout spécialisé là-dedans. Ama, avez-vous des retours d'expérience sur des compteurs thermiques à ultrasons pour les réseaux sans compteurs existants? Oui, d'ailleurs, c'est une solution que j'ai pas forcément mis en avant dans les nouveautés. J'aurais dû le mettre en photo sur le sous-comptage, une solution de sous-comptage non intrusif, pardon, sans maintenance, sans plomberie, qui permet de faire du comptage d'eau via ultrasons. Là, sur le retour d'expérience sur des compteurs thermiques à ultrasons, je ne sais pas dans quel sens vous voulez dire retour d'expérience. Est-ce que c'est la fiabilité de comptage? Est-ce que c'est la simplicité d'utilisation? Est-ce que c'est... il faudrait peut-être spécifier, détailler peut-être un peu la demande. Voilà, vous êtes en train d'écrire, il me semble. Donc, parfait. Donc ce sera mieux pour que je puisse y répondre, pour mieux comprendre la question. Donc je passe à la question
Suivante, donc Vincent, avez-vous un retour sur un modèle de tête motorisée avec des accus qui permettent d'éviter du câblage électrique et d'avoir une durée de vie de 8 à 10 ans afin d'atteindre une classe B au niveau des GTB? Donc je pense que vous faites référence aux têtes thermostatiques ou les vannes thermostatiques. Donc avec des accus, donc elles sont toutes, les solutions qui existent sont généralement aujourd'hui avec des accus. Alors il y en a une avec un effet Peltier, mais avec un coût et un ROI qui est pas forcément évident. On est sur un prix de tête thermostatique avec effet Peltier à 150 €, je crois, la tête thermostatique. Donc c'est quelque chose qui devient assez cher et assez compliqué à rentabiliser et à amortir. Nous généralement on est 2 fois moins cher avec des têtes motorisées, des vannes thermostatiques sur accus. Le retour d'expérience qu'on a, alors c'est un retour qui est limité à la date d'existence et d'innovation du produit, c'est-à-dire que chez notre partenaire historique sur ce cas d'usage-là, qui s'appelle M-Climate, on vend depuis que ça existe, donc c'est-à-dire depuis 3 ans, on vend des têtes thermostatiques qui s'appellent les Viki. Donc les Viki existent depuis 3 ans, c'était les premières têtes thermostatiques LoRaWAN, donc c'est celles sur lesquelles on est le plus confiant, on a le plus de visibilité, de confiance technique et de retour d'expérience à partager. Parce que c'est celle avec laquelle on a fait le plus de ventes et de projets. Pour info, on en a vendu plusieurs dizaines de milliers de pièces. On en vend tous les ans des milliers et des milliers de pièces. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 3 ans, les milliers de pièces qu'on a vendues, il n'y a aucun client qui est revenu vers nous pour des problèmes de batterie. Alors, il y a eu quelques SAV dans les dizaines de milliers de pièces, forcément, mais sinon, depuis qu'elles sont déployées, il n'y a pas de retour d'expérience négatif sur une durée de vie inférieure à 3 ans. On est plutôt sur des durées de vie de batterie qui sont autour de 5 ans. Donc 8-10 ans, ça me paraît assez ambitieux et assez impossible, pour être honnête. Donc je pense qu'il faut prévoir sur des marchés de 8 à 10 ans, je pense qu'il faut prévoir à minima une maintenance pour remplacer les batteries. Après, le cœur du sujet, c'est le nombre de pilotages que vous allez faire par jour et la fréquence d'échantillonnage, donc la fréquence à laquelle la vanne va communiquer avec la GTB pour gérer son pilotage. Donc en fonction de ça, on va pouvoir aller gratter quelques mois, quelques années, mais je pense que pour 10 ans, c'est impossible avec les piles qui sont fournies de base dans la Viki, et il faudra à minima les changer une fois. Donc la Viki, pardon, c'est le nom commercial de la vanne thermostatique qu'on vend chez RG2I par milliers de pièces. Regardez, Viki, RG2I. Je vous mets le lien directement dans le chat sur le produit. Vous comprendrez pourquoi on l'appelle Viki. Voilà, je viens de mettre le lien vers le produit sur notre site RG2I. C'est le produit qui s'appelle Viki. Question suivante. Merci pour la présentation. Merci à vous. Pour moi, c'était clair. Je reviendrai vers vous par mail avec 2 ou 3 détails. Avec plaisir. Ama, oui, du coup, Ama, en avez-vous déjà fait? Juste pour savoir si ça fonctionne et si vous avez pu l'intégrer dans le reste de vos workflows. Donc du coup, c'était par rapport à la question sur le comptage d'énergie thermique. Donc oui, on a déjà fait du comptage d'énergie thermique en LoRaWAN. Ça fonctionne assez bien. C'est certifié MID, donc c'est plutôt fiable en termes de comptage et de sous-comptage. Donc la certification MID, c'est celle qui permet, tellement que la mesure est fiable, d'utiliser l'index pour refacturer des utilisateurs, des locataires ou des gestionnaires, ou qui on veut. Donc pour dire que c'est assez fiable en termes de mesure et qu'au final, le fait de rajouter une couche de communication IoT comme le LoRaWAN n'entache en rien la fiabilité de la solution de comptage d'énergie thermique, puisqu'elle est toujours certifiée MID malgré le LoRaWAN. Donc oui, on l'a déjà fait. Oui, ça marche très bien parce que c'est certifié MID pour refacturer les gens à l'euro près. Et c'est assez adapté parce qu'en LoRaWAN, vous allez pouvoir, du coup, en sans fil, du jour au lendemain, sur des compteurs d'énergie thermique existants ou nouveaux ou futurs, vous allez pouvoir remonter des index, remonter des volumes, des débits, des températures départ, retour. Donc pas mal d'informations assez pertinentes pour faire du suivi de consommation et de l'optimisation de consommation. Donc oui, plutôt bon retour également d'expérience à ce niveau-là. Donc je regarde, questions c'est bon, chat c'est bon. Bah écoutez, j'en ai fini des questions-réponses. Donc c'était une petite session de questions-réponses. Mais merci à vous
Si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions, encore une fois, vous avez les coordonnées téléphone ou mail d'RG2I. On est à votre disposition. Donc, merci à tous pour votre présence. Merci à tous pour votre temps. Désolé d'avoir déporté la session de quelques minutes. Puis on se donne rendez-vous soit tout à l'heure par téléphone pour ceux qui sont intéressés, soit par mail demain après-demain, soit l'année prochaine pour un prochain webinar. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.